Avant de commencer, une précision importante. Ce n'est pas mon histoire. Chaque événement que vous allez entendre s'est réellement produit. J'ai obtenu l'autorisation de la personne qui l'a vécu pour vous la partager aujourd'hui. Rien n'a été inventé, rien n'a été amplifié. Vous allez découvrir le récit glaçant de 3 amis, partis pour un simple séjour dans un Airbnb. Un séjour qui a viré au cauchemar. Tout commença par une porte qu'ils n'auraient jamais dû toucher. Une cave oubliée, des bruits étranges et cette sensation que quelqu'un ou quelque chose était là avec eux. Tout commence l'été 2023. Après plus de 8 ans à jouer en ligne avec des amis, on décide enfin de se rencontrer en vrai. Eux habitent en Auvergne, moi dans le sud. On utilisera les pseudos pour parler d'eux. Nox a 20 ans et Lyra 22 ans. Moi, Sky, 21 ans. On se met donc à chercher un lieu où séjourner la semaine ensemble. Tout ça via Discord. On réserve un Airbnb, la date est fixée, tout est prêt. Le jour J arrive. Un beau soleil, je prends la route, direction la maison de Nox qui vit toujours chez ses parents. Sur la route, Lyra m'informe qu'elle est arrivée chez Nox. En même temps, elle était plus proche, vu qu'ils habitaient dans le même département. Après plus de 5 heures de route, j'arrive dans le village de mon ami. Le soleil n'est plus là et il fait un peu plus frais. Je me gare en face de chez lui et je sonne à la porte. La porte s'ouvre. Je tombe nez à nez avec Lyra. C'est étrange, après des années de micro et de parties nocturnes, on se retrouve enfin en vrai. Le feeling est bon, presque trop naturel. Je fais connaissance avec la famille de Nox, très gentil et accueillant. Rapidement, on décide de prendre la route vers le fameux Airbnb. Sur la route, on rigole tous ensemble. Je les intimide un peu. En même temps, à part sur Discord ou Snapchat, on ne s'était pas vraiment vu. Au début, tout va bien, mais plus on avance, plus les routes deviennent étroites. Moins de maisons, moins de lumière, juste la campagne. Il est environ 20h quand on arrive enfin au village. Difficile de rater la maison. Elle est plantée en plein centre, à l'angle de la rue. On se gare, on récupère le code et on pousse la porte. Et là, dès l'entrée, on tombe face à une porte fermée. Mais à travers la vitre de la porte, on aperçoit un long escalier qui descend dans le noir. On se regarde, on rigole un peu et on préfère l'ignorer. On prend directement l'escalier de gauche qui monte vers le séjour. La maison est vieille, beaucoup de bois, des grincements à chaque pas. On choisit nos chambres, on pose nos affaires et on commande à manger via Uber Eats. Oui, et il y a ça ici dans ce village paumé. En attendant la livraison, on sort sur le balcon. D'ici, on domine tout le village, les petites rues, les jardins, les voisins qui terminent leur journée. Et surtout, la route principale. Le livreur est là, on reçoit enfin la commande. Je descends pour récupérer le sac. Mais avant de remonter, à travers les carreaux de la porte qui mène à la cave, j'aperçois un éclat lumineux, un bref reflet, comme si quelque chose bougeait dans le noir. Sur le coup, je me suis dit ok, c'est bizarre, j'en parlerai à Nox et Lyra. Mais à peine remonté, Nox propose d'aller chercher de l'alcool et quelques bricoles. Du coup, j'oublie et je garde ça pour moi. On mange vite fait puis on descend à l'épicerie du coin. Lyra, elle, reste à l'appart. On prend de quoi boire et quelques trucs pour le petit-déj. Mais quand on revient, avant même d'ouvrir la porte, on entend Lyra crier d'en haut. « C'est vous ?» Un peu agacé. On rigole. « Bah oui, tu veux que ce soit qui ?» Mais en la rejoignant, son visage nous glace. Elle nous raconte. 2 minutes après qu'on ait claqué la porte, quelqu'un a toqué. Elle a cru qu'on avait oublié un truc, alors elle a commencé à descendre. Sauf qu'au lieu d'un simple toc, les coups contre la porte ont augmenté, comme si plusieurs personnes donnaient des coups de pied dans la porte. Paniquée, elle a refermé la porte du haut et s'est réfugiée sur le balcon. On se marre, on la taquine, mais en voyant son regard, on comprend qu'elle ne plaisante pas. Alors à ce moment-là, je décide de sortir pour vérifier, laissant Nox avec Lyra, pour la rassurer. La rue est déserte, pas un bruit, pas un chat. Je vais jusqu'à la rue d'en face, toujours rien. En revenant, je lève les yeux et j'aperçois Nox et Lyra sur le balcon, qui me fixe en attendant un signe, mais je n'ai rien vu. Enfin sauf lui, le voisin, derrière son portique me fixait. Il ne bougeait pas, juste son regard planté dans le mien, comme si j'étais invisible. J'ai détourné les yeux. Après tout, c'est un Airbnb, il doit avoir l'habitude de voir des gens défiler. Je monte, je rassure les autres. RAS, ce village est mort. On se pose donc pour passer une bonne soirée. On joue aux cartes. J'avais ramené un jeu de blackjack. On met la musique, quelques verres, l'ambiance redevient légère. On s'installe ensuite dans le petit salon pour mater des films. On lance American Pie, histoire de rigoler un peu. Tout le monde est à l'aise, affalé dans les canapés. Franchement, à ce moment-là, on était bien. Mais au milieu du film, Nox fait la grimace, mal de ventre. Il décide d'aller se coucher. Lyra s'endort pas longtemps après sur le canapé. Je la couvre d'un drap et je file boire un verre d'eau. Silence, un silence lourd. Je jette un œil par la terrasse, personne, juste la lune. Et là, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'idée stupide de descendre vers la porte de la cave, celle qu'on avait ignorée, celle qui n'était même pas mentionnée dans l'annonce. La poignée était bloquée, fermée à clé. Je colle mon téléphone contre la vitre et active le flash. Un escalier, étroit, plongeant dans le noir complet.
Et cette sensation, comme dans un film d'horreur, un frisson lourd qui m'écrase les épaules. J'ai repensé direct à une scène de Conjuring. J'ai reculé et je suis remonté. En remontant les escaliers, un bruit léger m'a arrêté. Ça venait du salon. Lyra dormait là, devant la télé. À cette heure, tout aurait dû être calme. Intrigué, j'avance, et je m'arrête net. La télévision que j'avais éteinte brille dans la pénombre. Pas d'image, juste ce gris granuleux, ce brouillard électrique d'un autre temps. Je reste figé. Pourquoi s'est-elle rallumée? Pourquoi cet écran comme suspendu entre deux mondes? Je prends une inspiration et j'éteins la télé. La pièce retombe dans le noir, Lyra dort toujours paisible. Je la réveille puis la porte dans sa chambre. Mais ce malaise, lui, reste. Je monte alors dans ma chambre. Mon lit était collé contre une fenêtre immense, presque jusqu'au sol. Tellement basse que si je tombais, je pouvais passer directement dehors. Une disposition étrange. Alors avant de fermer les yeux, j'ai pris soin de verrouiller cette fenêtre. Mes paupières se sont fermées, et dans ce demi-sommeil fragile, un son a traversé le silence. Faible, lointain, mais venant du salon. Exactement le même bruit que tout à l'heure, comme si la télé s'était rallumée. J'y ai pensé aussitôt, mais il était tard. J'étais épuisé. Alors je suis resté là, immobile, à écouter ce murmure qui montait du premier étage. Plus je l'écoutais, plus j'en étais sûr. C'était la télé. Et je me suis endormi avec cette idée qu'en bas, dans l'obscurité, elle continuait de parler. Le lendemain matin, on prend le petit-déj tous ensemble. Knox tire une sale tête. Il a passé la nuit avec des crampes au ventre, sans vraiment dormir. Entre deux cafés, je décide de leur parler de la pièce d'en bas, la cave. Je leur dis que j'aimerais bien descendre voir. Lyra me coupe net. Moi, j'y vais pas. Catégorique. Knox, lui, hésite. On sent qu'il a envie, mais qu'il flippe aussi. Finalement, on décide d'aller acheter une lampe torche à l'épicerie. Coup de chance, il en restait une. L'après-midi, on bouge en voiture jusqu'à une grande ville, histoire de faire quelques boutiques. Puis en soirée, on finit dans un bar. Quelques verres, l'ambiance monte et forcément, on dérive sur notre passion commune, les jeux vidéo d'horreur. C'est là qu'une idée un peu stupide nous traverse l'esprit. Pourquoi ne pas visiter un vrai endroit hanté de la région? Knox dégaine son téléphone et cherche sur internet. Il trouve une carte recensant tous les lieux maudits du coin. C'est payant, mais il l'achète sans réfléchir. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que Lyra, d'habitude terrorisée même derrière un écran, était soudainement enthousiaste. Tant que je suis avec vous, j'aurai moins peur. Ça nous a fait sourire. Sur la carte, un lieu attire notre attention. Un ancien sanatorium abandonné, perdu dans la montagne. Alors, porté par l'euphorie, on se chauffe, on décide d'y aller. En sortant du bar, comme par hasard, il se met à pleuvoir, puis l'orage éclate, comme si le décor était déjà écrit. La route grimpe en virage interminable et la pluie martèle le pare-brise. Avec mes essuie-glaces usés, je ne vois presque rien. Pas une seule voiture en sens inverse. Rien. Au bout d'une heure, on aperçoit enfin le lieu. On le rate même la première fois tellement délabré qu'il se fond dans la forêt. Un portail rouillé, immense, marque l'ancienne entrée. On passe devant, lentement. Puis on va se garer un peu plus loin dans un lotissement. Quelques maisons isolées, toutes les lumières éteintes. Et toujours cette pluie battante. On descend donc de la voiture et sans réfléchir, on se met à courir vers le sanatorium. Mais à peine quelques mètres parcourus, la maison juste en face s'éclaire. Un halo jaune derrière une fenêtre. On se fige, puis on se plaque derrière un petit muret. Le souffle court. Lentement, on lève la tête au-dessus. Et là, cette image restera gravée à jamais dans nos mémoires. Une vieille femme en robe de chambre, immobile derrière sa vitre. Elle nous observait. Ce n'était qu'une vieille dame, sûrement réveillée par nos pas dans la pluie. Mais dans ce décor, à ce moment précis, c'était elle, l'intruse. On avait l'impression d'être épiés. La pluie redouble, pas le choix. On reprend notre course, en espérant seulement qu'elle n'appelle pas la police en pensant à des cambrioleurs. On arrive au portail fermé. Je grimpe le premier, me déchire presque sur les barbelés, puis j'aide Lyra et Knox à passer. Devant nous, la bâtisse se dresse, colossale, noire, un monstre de béton et de rouille. Knox sort son téléphone et commence à filmer, comme s'il jouait à un jeu vidéo. Lyra, elle panique. Des générateurs traînent dehors, des caméras aussi. On se faufile pour les éviter et on trouve une entrée. À l'intérieur, l'orage résonne à travers les murs, la pluie ruisselle dans les couloirs éventrés. On passe de pièce en pièce. Des lits rouillés, des outils médicaux, des chambres d'isolement. Chaque salle a sa propre odeur, son propre malaise. Parfois, un bruit retentit. Je tente de rassurer les autres. C'est la pluie, l'orage. Juste un volet qui claque. Mais au fond, je n'y crois pas moi-même. À un moment, Lyra éclaire vers moi. Elle hurle. Je baisse les yeux, ma jambe est couverte de sang. Je n'ai rien senti, pas la moindre douleur. Knox, paniqué, sort sa bouteille remplie de vodka et en verse dessus. La brûlure est atroce, mais au moins ça stoppe un peu le saignement. On réfléchit. Comment j'ai pu me blesser sans rien sentir? La seule explication, les barbelés. L'adrénaline m'a anesthésié sur le coup. Mais cette blessure change tout. Il est temps de rentrer. On reprend donc le chemin inverse en évitant les caméras. Le portail franchi, on repasse devant la maison de la vieille.
Cette fois, toutes les lumières sont éteintes. La pluie s'est calmée, mais le tonnerre gronde encore au loin. Et soudain, un éclair immense illumine tout le village. Lyra pousse un cri. Elle jure l'avoir vu. L'espace d'une seconde, la vieille femme, sur son balcon, dehors, en pleine pluie. Une silhouette figée dans la lumière blanche de l'éclair. Sans réfléchir, on a couru jusqu'à la voiture. Lyra tremblait. Et même sans avoir vu ce qu'elle a vu, son regard m'a glacé. Je démarre en trombe et on quitte cet endroit. Sur le chemin du retour, on débriefe. La vieille femme, ma blessure, les bruits étranges au Airbnb, tout y passe. Et à un moment, on finit par se dire qu'on est peut-être trop influencé. Plus de 10 ans à jouer à des jeux d'horreur, forcément, on interprète tout comme si c'était paranormal. Alors j'essaie de relativiser, une fois de plus, tout s'explique. Enfin, je crois. Il est déjà minuit passé, Nox s'est endormi à l'arrière et Lyra m'aide à suivre la route sous la pluie battante. Finalement, on arrive au Airbnb. On réveille Nox et on monte directement au salon. Musique, verre à la main, on relance la soirée. On rigole, on se raconte des histoires, on parle un peu de tout. Puis au milieu de cette ambiance légère, des bruits nous attirent dehors. Sur le balcon, on aperçoit des groupes de jeunes ivres sortant d'une soirée. Ils crient, parlent fort, traînent au milieu de la route. Rien d'anormal, juste la vie d'un village qui s'éteint. Mais quand je me retourne pour entrer dans le salon, je la vois, la voisine, droit derrière sa fenêtre, à nous observer. Je croise son regard et... plus rien. Aucune expression, pas un sourire, pas même un signe de la tête. Juste ce visage vide, figé, planté dans le noir de sa maison. Je me dis que ses voisins sont vraiment étranges. Peut-être qu'ils n'aiment pas les jeunes. Peut-être qu'on fait trop de bruit. Mais au fond, on s'amuse, on ne fait rien de mal. Au bout d'un moment, je pars aux toilettes. Et détail important, les WC sont placés dans l'escalier, avec une petite fenêtre qui donne directement sur la rue et sur la maison du voisin. Quand je sors, je jette un coup d'œil par la vitre. Et là, je le vois, le voisin. Il marche lentement, en direction de notre maison. Mon sang se glace. J'éteins la lumière, je me plaque contre le mur et je l'observe. Il s'arrête juste devant notre porte, immobile, aucun bruit. À ce moment-là, je ne le vois plus, il est dans l'angle mort. Alors prudemment, j'entrouvre la porte de l'escalier. La porte d'entrée, en bas, est vitrée, mais floutée. Et derrière le verre, je distingue une ombre. Lui, debout, droit, comme s'il attendait. Mais il attend quoi ? Je cours prévenir Nox et Lyra. Ils se moquent, persuadés que j'exagère. Alors en se rend devant la porte de l'escalier, on était tous allongés pour pas qu'ils nous voient. Mais quand ils ont commencé à regarder en direction de la porte d'entrée, plus rien, aucune ombre. Je reste figé. Je me dis que si je raconte ça, personne ne me croira. C'est une ambiance de film d'horreur qui commence. Je file sur le balcon pour vérifier s'il est encore dehors. Mais rien. On retourne au salon et on en parle un instant. Puis la musique et les verres finissent par couvrir le malaise. Lyra décide d'aller prendre sa douche avant de se coucher. Mais pas question pour elle de rester seule. Je dois donc l'attendre dans sa chambre, assis dans l'ombre, pour qu'elle se sente en sécurité. Pendant ce temps, Nox s'est endormi sur le canapé du salon, complètement à l'écart de tout ça. Une fois Lyra profondément endormie, je descends. Je ne ressens pas la fatigue, au contraire. Et comme attiré malgré moi, je rejoue le même rituel, m'approcher des carreaux, observer à travers cette porte d'en bas, chercher quelque chose dans l'obscurité. Je colle mon visage contre la vitre, j'allume la lampe et, sans m'en rendre compte, je m'approche un peu trop de la porte. Elle bouge, elle ne s'ouvre pas, mais elle bouge. Un léger craquement, mon cœur se fige. J'effleure la vieille poignée et elle cède. La porte s'ouvre. Un frisson glacial me traverse. Vous vous dites sûrement mais quel idiot. Et vous auriez raison. Pourtant, sans prévenir personne, je descends, lampe torche à la main. L'escalier grince sous mes pas et en bas, c'est le noir total. Je visite les pièces une à une. La buanderie, qui semble abandonnée depuis des années. Du matériel de chantier laissé en vrac. Des livres poussiéreux. Et posé au milieu, une poupée dont les yeux semblent briller dans le faisceau lumineux de ma lampe. C'est alors que ça arrive. En me retournant, ma lampe commence à clignoter. Mon sang se glace. À ce moment-là, j'aurais voulu disparaître. Tant la peur m'a paralysé. Mais le pire n'était pas le clignotement. La lumière de ma lampe est devenue rouge. Rouge vif. Expliquez-moi comment c'est possible. De toute ma vie, je n'ai jamais eu de lampe torche capable de faire ça. Capable de projeter une telle lueur. J'ai testé tous les modes. Rien ne ressemblait à ça. Et pourtant, cette lumière rouge remplissait la pièce. Irréelle. Étouffante. Je lâche la lampe et cours en haut. Sans même penser à refermer la porte. Je secoue Nox. Je lui raconte tout. La voix tremblante. Il me répond juste. T'es malade. Il reste muet, aucun commentaire. On redescend ensemble. La porte est toujours ouverte. On voit clairement la lampe torche qui éclaire un côté de la pièce en rouge. Ça nous glace le sang. On la referme en silence puis on remonte, le cœur battant, sans dire un mot de plus. On cherche donc des explications. Une lampe torche qui éclaire en rouge. On passe la nuit sur internet. On écume forums et vidéos. Mais rien ne colle. Aucune lampe de ce modèle n'a un mode rouge. À part un soi-disant mode nocturne que nous n'avons pas. La nôtre ne propose que 4 options. 3 intensités de lumière blanche et le SOS clignotant, rien d'autre. Alors pourquoi cette lueur rouge ?
persistante, impossible à reproduire volontairement. Le doute s'installe, alors on pousse plus loin. On se met à chercher des renseignements sur la maison. Les recherches deviennent obsessionnelles. Et puis soudain, on tombe dessus. Un vieux journal de 1925. Un vieil article avec comme gros titre « Une femme retrouvée pendue dans la cave de sa maison ». Et le nom du village apparaît noir sur blanc. Là, on se fige, on se regarde, incrédule. Et l'idée s'impose d'elle-même. Et si c'était ici? Je commence à lire l'article à haute voix. Une femme sans raison apparente retrouvée pendue dans sa cave. L'article donnait même l'adresse précise. Mon cœur s'emballe, je me jette sur l'annonce du Airbnb. Et là, je vérifie. Bingo! C'est la même adresse. Un silence pesant s'installe. On est sous le choc. Nous, passionnés de films d'horreur, d'histoires surnaturelles et de jeux qui nous font frissonner, on vient de réaliser qu'on est en plein cœur d'une histoire d'horreur réelle. On n'hésite pas, on court réveiller Lyra. On lui balance tout. Les mains qui tremblent, l'adrénaline au maximum. Elle panique, elle flippe comme jamais. Et dans ma tête, une pensée tourne en boucle. On n'aurait jamais dû lui en parler. Mais le mal est fait. Ensemble, on compare les photos du lieu, les détails de l'article, les descriptions, tout concorde, absolument tout. C'était bien la dernière demeure de cette femme. Elle est morte ici, dans le sous-sol, exactement là où je me trouvais il y a à peine 1 heure. On est resté éveillés jusqu'au petit matin, impossible de fermer l'œil. L'adrénaline nous tenait éveillés. Sur l'écran de l'ordinateur, l'article était toujours ouvert. Comme si nos regards n'arrivaient pas à s'en détacher. On cliquait de partout, en quête d'autres informations, d'autres témoignages, quelque chose qui expliquerait, mais rien, le vide. À un moment, on a eu cette idée, appeler la propriétaire du Airbnb. Mais très vite, on s'est ravisé, on s'est dit que c'était pas une bonne idée. Surtout après avoir ouvert la porte de la cave et y être descendu. On avait peut-être dérangé quelque chose. Lyra, elle, ne se sentait plus du tout à l'aise. Chaque bruit la faisait sursauter. Elle n'arrivait même plus à rester seule dans une pièce. Son malaise était palpable, contagieux. On a pris une décision. Faire nos valises et partir dès l'après-midi. En descendant les escaliers pour charger les sacs, un détail glaçant nous a figés. La lampe. Elle était encore allumée, posée là, sur le sol. Sa lueur stagnait, faible, presque malade. Je m'avance, hésitant, et je tends la main pour la récupérer. Lyra m'attrape le bras, les yeux remplis de panique. Elle me supplie de la jeter. Dans sa tête, c'était évident. Cet objet était maudit. Mais je la prends quand même. Une partie de moi voulait comprendre. Garder une preuve tangible de ce qu'on avait vécu. On a quitté la maison sans un mot, sans se retourner. Dans la voiture, on a convenu d'une chose, ne rien raconter à personne. Personne ne nous croirait, on passerait pour des fous. Et puis il faut être honnête, au fond on aime ça, on aime frissonner, chercher à se faire peur. Alors pourquoi nous prendre au sérieux si on racontait ça? Nox me balance à Lyra, il a gardé la lampe. Je ne pense pas qu'il ait fait exprès. Lyra trouve la lampe dans la boîte à gants et la jette par la fenêtre. Ouais, c'est pas très écolo pour le coup. Depuis ce jour, on n'a plus jamais reparlé de cette histoire. Pas même entre nous, pas même après nos soirées à jouer à des jeux d'horreur. Surtout par respect pour Lyra. Elle l'avait très mal vécu. On n'a jamais voulu remémorer ces instants étranges. Et parfois, quand je repense à cette lampe et à cette lueur rouge, je me demande encore, était-ce un simple concours de circonstances ou bien la preuve que tout ça était bien réel? Plus le temps passe, plus ça ressemble à un souvenir flou, presque irréel. Mais il y a une chose qui me ramène toujours à la vérité, les visages de Nox et Lyra, à cet instant précis, leurs yeux, leur terreur, cette impression muette qui disait tout. Il se passe quelque chose qui n'a rien de normal. Ce soir-là, on a quitté la maison. Mais au fond, je crois que quelque chose ne nous a jamais vraiment quittés.